Portez attention à l'homme affalé à la table. Il s'appelle Kenneth Harwood, un juge de cour de circuit âgé de 61 ans dont la carrière s'est construite sur des peines sévères. Tournez maintenant votre attention vers la femme assise dans le coin. Ce n'est pas une cliente ordinaire. Elle est ici en mission. Au bout d'un moment, elle se lève de son siège et se dirige vers la table du juge. D'un seul geste fluide, elle tend la main au-dessus de son verre, introduisant une substance mortelle dans son bourbon. Puis, aussi vite qu'elle est apparue, elle disparaît, s'évanouissant de l'établissement. 1 heure s'écoule avant que la barmaid ne s'approche de lui. Cela semble être un geste normal, mais son véritable but est de l'inciter à terminer le verre désormais empoisonné. Elle fait elle aussi partie du plan. Harwood, désorienté, porte le verre à ses lèvres et vide le liquide restant. Il ne quittera jamais cette table vivant. Le motif de l'acte commis dans la salle Crescent n'est pas né d'une impulsion soudaine. Il a été forgé des années plus tôt, en septembre, à l'intérieur du palais de justice du comté de Mobile. L'accusé était Raymond Poole, un homme de 24 ans, accusé de vol à main armée d'un dépanneur. Il n'avait aucun antécédent de violence. Son avocat de la défense a plaidé pour la clémence, affirmant que l'arme à feu utilisée était déchargée et que personne n'avait été physiquement blessé lors de l'incident. Le juge présidant l'affaire était Kenneth Harwood. Il a écouté la demande de la défense pour une peine réduite et l'a refusée sans commentaire. Il a ensuite imposé la peine maximale autorisée par les directives de l'État, 12 ans dans un établissement correctionnel d'État. Assise au premier rang de la salle d'audience, chaque jour du procès, se trouvait Denise Poole, la tante de Raymond, âgée de 39 ans. Elle l'avait élevé depuis qu'il avait 11 ans, après la mort de sa mère. Lorsque le juge Harwood a prononcé la sentence, elle lui a crié dessus depuis son siège. Les huissiers du tribunal sont immédiatement intervenus, l'escortant hors de la salle. Bien que son comportement ait été officiellement consigné, aucune charge n'a été retenue contre elle. Pour le système judiciaire, l'incident était clos. Pour Denise Poole, c'était le commencement. Le verdict du juge avait planté une graine et elle avait maintenant des années pour pousser en silence. Pendant des années après la condamnation de son neveu, Denise Poole a affiché une façade calme et banale. Elle a continué son travail d'employée aux dossiers médicaux, payé ses factures à temps et rendu visite à Raymond à l'établissement correctionnel. Claire 1 fois par mois. Aux yeux du monde extérieur, elle était une femme qui gérait discrètement une situation familiale difficile. Mais intérieurement, un plan méthodique prenait forme. Des amis ont déclaré plus tard aux enquêteurs qu'elle était devenue distante et moins sociable. Au début de l'année 2008, elle a cessé d'assister aux offices religieux dont elle faisait partie depuis des années. Au travail, elle a commencé à poser à ses collègues des questions précises sur le fonctionnement du palais de justice et les horaires des employés, en masquant son intérêt en prétendant envisager d'y postuler. Son objectif était unique, sa patience absolue. La preuve la plus significative de sa préméditation était enregistrée silencieusement sur le disque dur de son ordinateur personnel. Entre février et mars de l'année 2008, son historique de recherche Internet documentait une descente dans des recherches létales. Les requêtes étaient directes et sans ambiguïté. Quelle quantité de cyanure est mortelle? Où acheter du cyanure de potassium, temps de détection du cyanure et poison indétectable? À chaque frappe, Denise construisait son plan, ignorant qu'elle créait aussi une piste numérique qui la mènerait directement à elle. Denise Poole connaissait la routine du juge Harwood, mais pour exécuter son plan, elle avait besoin d'un atout interne. Elle en trouva un en la personne de Sharon Vickers, la barmaid de 33 ans du Crescent Room. Fin février 2008, quelques semaines avant l'incident, Poole aborda Vickers à l'extérieur du bar après son service. Elle se présenta comme la tante de Raymond Poole et lui fit une proposition directe. Selon le témoignage ultérieur de Vickers, Poole lui offrit 2 500 $ en espèces pour mettre quelque chose qui rendrait malade le juge Harwood dans son verre. Vickers refusa, mais ne signala pas la conversation à la police. Poole se montra persistante, revenant à 2 reprises et augmentant son offre jusqu'à 5 000 $. Bien qu'elle affirmât avoir de nouveau refusé d'administrer elle-même une substance, elle accepta un arrangement différent.
L'accord final fut simple. Vickers n'empoisonnerait pas le juge, mais elle servirait de guetteuse contre rémunération. Elle accepta d'envoyer un message texte à Denise lorsque le juge Harwood serait à sa table habituelle et que le bar serait suffisamment vide pour qu'elle puisse agir sans être remarquée par les autres clients. Vickers déclara plus tard aux enquêteurs qu'elle n'avait jamais cru que Poole mettrait réellement à exécution un quelconque préjudice et qu'elle craignait des représailles si elle alertait les autorités. Qu'elle ait été une participante réticente ou une complice consentante, son accord posa la dernière pierre de l'édifice des événements à venir. Le matin du mardi 18 mars 2008, le plan fut activé. La barmaid Sharon Vickers envoya un message texto à Denise Poole. Il disait « Il est là. Les 2 autres clients sont partis. Juste moi et la cuisine. » En quelques minutes, Poole arriva au Crescent Room. Elle choisit une table dans le coin près du couloir menant aux toilettes, commanda un café et se mit à attendre. Les images de vidéosurveillance documentèrent les minutes suivantes. Le juge Harwood était assis seul, consommant 3 verres de bourbon. Ses mouvements devinrent sensiblement plus lents. À 5 heures, il posa la tête sur ses avant-bras croisés, semblant s'assoupir à la table. C'était le signal qu'attendait Poole. À 10h42, la caméra la captura se levant de son siège et se dirigeant vers la table de Harwood. Les images la montrent debout, là pendant environ 30 secondes, sa main passant brièvement au-dessus de son verre. Ses gestes étaient délibérés et sans précipitation. Une fois terminée, elle regagna sa propre table et, à 10h48, quitta le bar. Pendant cet intervalle critique, Sharon Vickers n'était pas visible au rez-de-chaussée. La scène était désormais prête, mais l'acte fatal final dépendait entièrement du juge. Il resta immobile à la table, un verre de bourbon empoisonné à quelques centimètres de sa main. Pendant plus d'1 heure, le juge Harwood demeura affalé à sa table. À 12h37, Sharon Vickers s'approcha de sa table. Elle le secoua et prononça son nom, mais il ne réagit pas. Après avoir vérifié s'il respirait et n'en ayant trouvé aucune trace, elle composa le 911 à 12h39. Les secours arrivèrent quelques minutes plus tard. La scène à laquelle ils furent confrontés ne suggérait pas immédiatement un acte criminel. La victime était un habitué connu pour sa forte consommation d'alcool, retrouvé inconscient dans un bar. Les secouristes le déclarèrent mort à 12h52. L'évaluation initiale pointait vers un arrêt cardiaque, probablement compliqué par une intoxication alcoolique aiguë. Cependant, certains détails ne collaient pas avec cette conclusion simpliste. Les premiers intervenants sur place relevèrent des signes physiques inhabituels. Les lèvres et les ongles du juge présentaient une teinte bleutée distincte, un état connu sous le nom de cyanose, et une petite quantité d'écume entourait sa bouche. Sa peau était froide au toucher. Ce n'étaient pas des indicateurs typiques d'une crise cardiaque. Le département de police de Mobile sécurisa la scène et Vickers fournit sa déclaration initiale. Elle affirma que Harwood avait bu seul toute la matinée et qu'elle n'avait vu personne s'approcher de lui. Le verre de bourbon à moitié vide sur sa table fut recueilli selon la procédure standard et les images de vidéosurveillance furent saisies comme preuve, leur contenu décisif n'étant pas encore connu. L'affaire passa d'un événement médical présumé à une enquête pour homicide plusieurs semaines après la mort du juge Harwood. Le rapport officiel de l'autopsie du médecin légiste du comté de Mobile arriva, et son contenu fut sans équivoque. Les analyses toxicologiques avaient identifié une concentration mortelle de cyanure de sodium dans le sang du juge. Le même poison fut retrouvé dans le résidu du verre de bourbon récupéré sur sa table. Cette révélation offrit aux enquêteurs une nouvelle perspective sur l'épreuve. Les détectives examinèrent immédiatement les images de vidéosurveillance du Crescent Room. La vidéo granuleuse fournit leur première et plus cruciale piste. Une image nette d'une femme, identifiée plus tard comme Denise Poole, s'approchant de la table de Harwood et manipulant son verre. Son identité fut confirmée lorsque les caméras extérieures capturèrent son véhicule garé à un pâté de maison avec une plaque d'immatriculation enregistrée à son nom. Avec une suspecte principale identifiée, l'attention se tourna vers la barmaid. Sharon Vickers fut convoquée pour un second interrogatoire le 22 mars. Cette fois,
Les détectives lui présentèrent des relevés téléphoniques documentant de multiples appels et messages textes échangés entre elle et Poole dans les semaines précédant l'incident. Confrontée à ces preuves, Vickers abandonna sa version initiale. Elle admit l'arrangement, confirmant que Poole l'avait payé pour savoir quand le juge serait seul. Elle maintint toutefois n'avoir eu aucune connaissance d'un plan impliquant du poison et croyait que Poole ne comptait que le confronter verbalement. Les enquêteurs disposaient désormais d'un mobile, d'une suspecte filmée et d'un témoin coopérant qui plaçait la suspecte sur les lieux avec intention. Denise Poole fut arrêtée à son domicile le 25 mars et inculpée de meurtre capital. Elle invoqua son droit au silence et ne parla pas aux enquêteurs. L'affaire contre elle, jugée en novembre 2008, reposait entièrement sur une chaîne de preuves circonstancielles. L'accusation présenta au jury un récit clair et convaincant. Elle établit le mobile en détaillant la condamnation maximale prononcée par le juge Harwood contre le neveu de Poole, Raymond. Elle produisit son historique de recherche Internet comme une empreinte numérique de préméditation, démontrant un effort délibéré pour trouver un poison létal et indétectable. Les images de vidéosurveillance du Crescent Room constituèrent la pièce maîtresse visuelle, plaçant Poole à la table de la victime au moment critique. Enfin, le témoignage de Sharon Vickers, à qui l'immunité avait été accordée en échange de sa coopération, corrobora la chronologie et confirma que Poole avait orchestré toute la rencontre. En réponse, l'avocat commis d'office de Poole, Charles Brandt, soutint qu'un récit puissant n'équivalait pas à une preuve irréfutable. Il souligna la principale faiblesse de l'accusation. Aucune preuve matérielle ne reliait directement sa cliente au cyanure de sodium. Les enquêteurs n'avaient trouvé aucune trace du poison à son domicile, dans sa voiture ou parmi ses effets personnels. Il affirme que ses recherches Internet étaient le produit du chagrin et de la colère, non un plan d'assassin. Il maintint que les images de vidéosurveillance étaient ambiguës et ne montraient pas de manière définitive qu'elle avait versé quoi que ce soit dans le verre. La position de la défense était simple. Sans l'arme du crime, l'affaire reposait sur des inférences, non sur des faits. Le jury délibéra pendant 6 heures. La défense reposait sur un seul point de doute, l'absence de preuves physiques reliant Denise Poole au cyanure de sodium. Mais pour les jurés, la chaîne de preuves circonstancielles présentée par l'accusation était inattaquable. Le mobile était clair. La piste numérique de ces recherches était accablante. Les images de vidéosurveillance étaient incriminantes. Et le témoignage de la complice scellait la chronologie. Le 18 novembre 2008, ils rendirent leur verdict, coupable de meurtre capital. La condamnation ouvrait la voie à la peine la plus sévère de l'État. Les procureurs plaidèrent que la nature préméditée et calculée du crime justifiait la peine de mort. La défense rétorqua en invoquant l'absence d'antécédents judiciaires de Poole et son rôle de tutrice pour son neveu, plaidant pour la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 14 janvier 2009, le juge prononça la sentence, mort. Les conséquences pour les autres figures de l'affaire furent moins sévères. Pour son témoignage, Sharon Vickers accepta un accord de plaider coupable pour des chefs d'accusation moindres et reçut une peine avec sursis assortie de 3 ans de liberté conditionnelle. Elle quitta Mobile peu après. La peine de Raymond Poole ne fut pas affectée par les actes de sa tante. Il resta incarcéré. La notoriété de l'affaire revendiqua une dernière victime. Le Crescent Room, incapable d'échapper à sa nouvelle réputation, vit sa clientèle décliner jusqu'à sa fermeture définitive en 2010. Les appels de Denise Poole furent systématiquement rejetés. Mais une question soulevée lors du procès resta sans réponse. Où avait-elle obtenu le cyanure ? Le meurtre du juge Kenneth Harwood n'a pas entraîné de changement législatif ou judiciaire majeur, mais ses répercussions ont traversé la communauté de Mobile. Au sein du système judiciaire, l'affaire a forcé un examen interne inconfortable. La dépendance à l'alcool de longue date de Harwood, autrefois un secret de polichinelle, était désormais consignée dans les registres publics. Bien que de nouvelles politiques sur la conduite des juges aient été rédigées, elles n'ont jamais été pleinement appliquées. Quelques avocats de la défense se sont demandé si l'altération de ses facultés avait influencé ses décisions passées, mais aucune condamnation n'a été annulée. Pour le public,
L'affaire fut une histoire glaçante de vengeance méthodique et patiente. Denise Poole n'est pas une criminelle endurcie, mais une employée aux dossiers médicaux sans aucun antécédent de violence. Sa transformation en une tueuse calculatrice est devenue une légende locale du true crime. Les médias l'ont dépeinte comme une figure discrète, mais mortelle, une femme dont la dévotion s'était muée en obsession fatale. Ce récit a également sonné le glas du Crescent Room, inextricablement lié au meurtre qui a fermé ses portes pour de bon. L'affaire reste officiellement close, mais son mystère central perdure. Denise Poole a été condamnée et sentence à mort, où elle se trouve toujours. Son neveu, Raymond Poole, a finalement été libéré de prison, mais n'a jamais parlé publiquement de l'affaire. À ce jour, les enquêteurs n'ont jamais déterminé de manière définitive comment ni où Denise Poole s'est procuré le cyanure de sodium de qualité industrielle qu'elle a utilisé pour tuer le juge Harwood